Bienvenue au Conte policier, je suis votre hôte Antoine. Une carte déchirée, un itinéraire disparu et des secrets qu'aucun cartographe ne devrait connaître. Découvrons ensemble ce mystère, d'où dans le monde écoutez-vous? J'attends toujours avec impatience vos commentaires, ils rendent ce voyage digne d'être partagé. Commençons. Le matin de la fête printanière de Fernley Hall, le ciel avait la politesse de rester sec, sans être particulièrement joyeux. Les villageois s'activent le long de l'allée de gravier avec des paniers, des banderoles et des rosettes en papier, chacun essayant de ne pas paraître trop investi dans le concours de la meilleure confiture de fruits ou du nain de jardin le plus original. Cette fête annuelle était une fière tradition du village de Larton Bishop, modeste par sa taille mais riche en commérages. À un petit stand de thé entre la tombola et l'étalage de biscuits, Miss Marple sirotait un Darjeeling léger dans un gobelet en carton à pois. Elle portait son habituel chapeau bleu au ruban noir légèrement incliné et un manteau de laine fine boutonné au malgré la saison. Elle avait déjà fait le tour de la fête, adressant des remarques aimables à presque tout le monde et notant discrètement quel villageois était inhabituellement distrait. « Oh, mademoiselle Marple, j'espère vraiment que vous voterez pour ma confiture de mûre, » dit madame Prunella Van, la femme du pasteur, qui semblait avoir à peine dormi. « Bien sûr, ma chère, » répondit mademoiselle Marple en scrutant le bocal comme s'il s'agissait d'une pièce du British Museum. Une couleur si intense, pourtant, j'ai toujours pensé que les mûres tachent plus facilement les doigts que la conscience. Madame Van cligna des yeux. Pardon? Oh, rien, dit mademoiselle Marple avec gentillesse. Au bout de la pelouse, un groupe commençait à se rassembler près d'une table portant l'inscription Les Trésors des Fernley. Là, une nouvelle exposition avait été organisée par Sir Cédric Blake, le propriétaire plutôt turbulent et théâtral de Fernley Hall, dont les terres ancestrales se composaient désormais de 2 salons plutôt aérés et d'une pièce de monnaie romaine controversée. Sir Cédric tapota un verre avec sa canne. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention un instant ?» La foule, curieuse et déjà légèrement lassée par le gâteau éponge, se retourna. « Je présente, » annonça-t-il d'un ton théâtral, un objet récemment découvert dans le grenier de Fernley Hall, une carte topographique originale datée de 1832, à noter, peut-être de la main de mon arrière-grand-père. Et il se pencha avec une gravité théâtrale, tachée d'encre. Un murmure parcourut l'assemblée. La carte était dépliée sur une table en bois sous une vitre protectrice. À première vue, elle ressemblait à n'importe quel autre document ancien bord jauni, écriture en boucle, pli délicat. Mais en y regardant de plus près, plusieurs zones portaient d'épaisses taches d'encre sombre, effaçant des parties d'annotations manuscrites. Certains disent qu'il s'agit d'une frontière secrète, poursuivit Sir Cédric. D'autres, et là, il baissa la voix, les yeux pétillants, murmurant l'évocation d'un acte perdu. Miss Marple s'approcha discrètement. Elle entendit divers murmures, absurdité, dit Maître Osgood, l'avocat. Les Blake réécrivent leur histoire depuis avant la guerre. La jeune Harriet Grieve, l'institutrice, chuchota à son amie, « J'ai vu cette carte la semaine dernière à la bibliothèque. » Elle n'avait pas ces taches d'encre à l'époque. Le regard de Miss Marple s'attarda sur les taches, trop délibérées, trop récentes. Une encre qui coulait si uniformément n'avait guère pu sécher il y a plus d'un siècle. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, une voix forte et furieuse retentit. « Tu n'as pas le droit d'exposer cette carte. » Les têtes se tournèrent. Un homme d'un certain âge, maigre, rougi par le soleil, aux mains de fermier et à la posture courbée, se tenait raide au fond de la foule. Tom Pritchard, des Champs du Sud. Un homme plus connu pour ses silences pensifs que pour ses éclats de voix. Mon grand-père connaissait ce pays avant même que votre clan n'érige un portail, grommela-t-il, la voix légèrement brisée. Je ne veux pas voir mon nom de famille effacé par votre encre fantaisiste. Sir Cédric rougit. Voyons, Pritchard. Si tu as quelque chose à dire, mets-le par écrit. Je pourrais, cracha Tom. Et quand je le ferai, vous regretterez d'avoir sorti cette carte de l'obscurité. Des halètements suivirent. Quelques rires gênés.
Miss Marple pencha la tête. Non pas à cause des mots, mais au silence soudain qui les suivit. Ce n'était pas seulement le drame, c'était le malaise. Quelque chose dans la foule changea. Les regards se détournèrent. Une sorte de courant invisible parcourut les villageois, comme si chacun se souvenait de quelque chose dont il avait convenu de ne pas parler. Quelques instants plus tard, Tom Pritchard s'éloigna en trombe. Sir Cédric tente de se reprendre par quelques remarques embarrassées sur la cartographie. Mais l'atmosphère de la fête avait changé. Dans l'après-midi, le ciel s'était assombri. La tombola fut appelée tôt, les gâteaux furent rangés et les villageois se dispersèrent en murmurant tout au long des ruelles. Miss Marple ne rentre pas immédiatement chez elle. Elle prit plutôt le chemin le plus long, passant devant les écuries de Fernleg. Juste derrière la haie, elle aperçut deux silhouettes qui parlaient à voix basse, Harriet Grieve et Monsieur Osgood, le notaire. Elle ralentit, ajustant discrètement son épingle à chapeau. La voix de Harriet portait « Il sera furieux si la vérité éclate. » Tu le sais, n'est-ce pas? Osgood marmonna quelque chose en réponse, trop bas pour être entendu. Miss Marple poursuit son chemin. Le lendemain matin, le village s'éveilla avec une terrible nouvelle. Tom Pritchard a été retrouvé mort dans sa chaumière. Effondré à son bureau, face contre terre, une lettre inachevée. Et quelque part dans les champs derrière Fernleg Hall, une partie de la carte tachée d'encre avait disparu. En milieu de matinée, la nouvelle avait fait le tour de l'Arton Bishop. Tom Pritchard est mort. Certains parlaient d'insuffisance cardiaque, d'autres murmuraient d'accident vasculaire cérébral. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, pas vraiment dans un village où les faits étaient toujours poliment escortés par la porte de derrière pour laisser place aux suppositions. Miss Marple entendit la première mention à la boulangerie de Monsieur Val, alors qu'elle attendait patiemment derrière Madame Calthorpe, hésitante entre des scones et des brioches. « Oh, vous n'avez pas entendu ?» chuchota Madame Val derrière le comptoir en lui tendant un pain emballé. Ils trouvèrent le pauvre Tom à son bureau. Mort comme la poussière. Écrivant une lettre, dit-on. Une lettre à qui? Demanda Madame Calthorpe, les yeux brillants d'une curiosité morbide. Ils ne le diront pas. Mais la moitié du village l'avait vu se disputer avec Sir Cédric hier. Miss Marple accepta sa demi-livre de gâteau aux graines et retourna vers Church Lane, sa canne tapotant doucement le bord du sentier. La mort, avait-elle longtemps observé, ne s'abattra pas sur la vie du village comme un coup de tonnerre. Elle s'infiltre comme une humidité montante, silencieuse, collante, et inévitablement discutée autour d'un thé léger et de napperons en dentelle. À 11 heures, l'agent Hodge avait frappé à 3 portes et s'était vu proposer 6 théories. La plus populaire, que Tom Pritchard s'était surmené après la confrontation de la veille. La deuxième place revenait à l'idée que quelqu'un avait trafiqué la lettre qu'il était en train d'écrire. Une troisième théorie, défendue avec enthousiasme par la jeune Emma Croft au bureau de poste, impliquait une malédiction séculaire liée à des titres de propriété contestés et à une vengeance ancestrale. Miss Marple, assise dans son salon avec une part de son propre gâteau aux graines et un pot de mélange indien frais, préférait écouter les bavardages sans fioriture. Ce qu'elle savait, ou croyait savoir, c'était ceci, Tom Pritchard n'était pas homme à exploser. Son humeur, lorsqu'elle se manifestait, était sèche et amère, sans témérité. Son éclat public lors de la fête avait été inhabituel. Tout comme la réaction des villageois, perturbés, presque sur la défensive. Et la carte. Cette vieille carte tachée. Quelqu'un avait pris la peine de la modifier. Avec suffisamment de soin pour paraître ancienne. Avec suffisamment de négligence pour que l'œil de Miss Marple ait repéré la fraîcheur de l'encre. Si Tom avait écrit une lettre au moment de sa mort, ce n'était pas étrange en soi. Mais qu'elle ait été retrouvée incomplète, non envoyée, et qu'elle fasse l'objet de discussions étouffées parmi les autorités locales, c'était de quoi éveiller la curiosité. À 12h30, Miss Marple se retrouva près de l'église, après un long trajet imprévu depuis l'épicerie. Le portail du cimetière était ouvert. À l'intérieur,
le révérend Allerton s'occupait d'un petit massif de roses blanches, sa bêche appuyée contre le mur de l'église. Il portait ses gants de jardinage et fronçait les sourcils d'un air pensif. « Bonjour, Miss Marple, dit-il tandis qu'elle approchait. Triste affaire, celle du pauvre monsieur Pritchard. Oui, dit Miss Marple en s'arrêtant devant le portail. Tellement soudain. Le vicaire s'essuya le front avec un mouchoir. On m'a dit qu'il travaillait sur une lettre quand c'est arrivé. C'est ce que j'ai entendu dire. Même si la police n'a pas voulu en parler. Peut-être par respect pour la famille. Demanda Miss Marple d'un ton doux. Pas de famille proche. Un cousin du Dorset, je crois, mais il ne s'était pas parlé depuis des années. Miss Marple regarda pensivement les roses. Alors, à qui la lettre était-elle bien adressée? Le vicaire hésita. Vous savez, c'est précisément ce que j'ai demandé à l'agent Hodge. Mais il n'a rien dit. Bizarre, non? Très bizarre, murmura Miss Marple. Elle quitta le cimetière peu après, non sans avoir remarqué une seconde silhouette qu'il observait de l'autre côté de la pelouse, Harriet Grieve, l'institutrice. Elle se tenait juste devant la bibliothèque, un livre à la main, bien qu'elle n'ait pas tourné une page depuis plusieurs minutes. Miss Marple ne fait pas un signe de la main. Elle n'en avait pas besoin. Elle remarqua simplement que le regard d'Harriet se dirigeait non pas vers l'église, mais vers la route qui menait à Fernley Hall. Plus tard dans l'après-midi, une petite affiche apparut sur le tableau noir devant l'épicerie. Avis, l'exposition des cartes de la fête est fermée indéfiniment. Sur ordre de Sir Cédric Blake. Certains disaient que c'était par respect. D'autres supposent que c'était dû à une confusion juridique. Mais personne ne manqua la hâte silencieuse avec laquelle le domestique de Sir Cédric avait retiré la table et son couvercle en verre. La carte, semblait-il, avait de nouveau disparu. Et à l'heure du thé, un autre détail apparut, transmis à voix basse par la femme du connétable à la receveuse de poste, et de là à la toujours impatiente Madame Bantry, la lettre trouvée sur le bureau de Tom Pritchard avait été déchirée. Ni pliée. Ni mise sous enveloppe. Déchirée proprement, en diagonale, et à moitié intacte. Miss Marple, assise près de l'âtre avec son tricot, apprit ce dernier passage de son amie Miss Hartnell, qui le lui transmit devant un pot de Ceylan trop infusé et une assiette de crimpée plutôt mal cuite. « Je n'aime pas ça, Jane, » murmura Miss Hartnell. Ce n'est pas naturel, un homme mourant sans avoir achevé ses pensées. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent. « Non, dit-elle doucement. Ce n'est pas naturel. » Ce soir-là, après le dîner, Miss Marple posa son tricot et alla chercher son manteau. La nuit était devenue fraîche. Elle descendit seule les 3 sentiers derrière le cimetière, en direction du sentier qui serpentait à travers le vieux verger de Fernleg. Elle savait que le portail serait déverrouillé. Fernleg n'avait jamais apprécié les mesures de sécurité modernes et elle franchit la porte, se frayant un chemin à travers les pommiers jusqu'à l'arrière du domaine. La fenêtre du salon brillait. À l'intérieur, elle vit Sir Cédric faire les 100 pas. Un verre dans la main. Un dossier, peut-être une carte. Dans l'autre. Elle ne frappa pas. Au lieu de cela, elle fit demi-tour et se dirigea vers le village. Qui cache une carte a peur de ce qu'elle pourrait montrer. Qui déchire une lettre a peur de ce qu'elle pourrait dire. Et dans l'intervalle entre ces deux peurs, Miss Marple avait commencé à percevoir un mobile non pas forgé par l'impulsion, mais dans quelque chose de plus ancien. Quelque chose de caché. Peut-être, quelqu'un à l'Arton Bishop avait assassiné non pas pour faire taire un témoin, mais pour effacer l'histoire. Le lendemain matin, un frisson parcourut l'Arton Bishop, de ceux qui aiguisaient les narines et rendaient les marches du porche humide de rosée. À l'intérieur du bureau de poste du village, la cloche au-dessus de la porte tintait souvent, les habitants venant chercher du pain, des timbrés, dans bien des cas, des raisons de spéculer. Derrière le comptoir, Emma Croft était à l'écoute de tout. Son cardigan vert était boutonné de travers et son rouge à lèvres légèrement taché, mais son instinct pour les intrigues villageoises était affûté.
Je continue à dire que c'était du poison, murmura-t-elle en tendant un paquet à Monsieur Longthorpe. Quelque chose s'est glissé dans son thé. C'est pourquoi il n'y a aucune trace de lutte. Miss Marple, entrant juste à temps pour entendre, m'adressa un léger sourire. Ou peut-être simplement une longue pensée inachevée, dit-elle doucement. Emma cligna des yeux. Oh, Miss Marple! Je ne vous avais pas vu. C'est souvent le cas, dit Miss Marple en choisissant une feuille de timbre d'un demi-penny. Derrière elle, Madame Bantry se pencha. J'ai entendu dire que la lettre déchirée était illisible. Oh, non, acquiesça Emma. C'est ce que Monsieur Hodge a dit quand je lui ai apporté le paquet pour le cousin de Pritchard. Il dit que l'encre avait coulé et que le papier était déchiré sur une phrase. Quel genre de phrase, demanda Miss Marple d'un ton si innocent qu'il était à peine questionnable. Emma baissa la voix. Quelque chose comme la terre ne leur a jamais vraiment appartenu. C'est tout ce qu'elles purent comprendre. Le silence retombe dans la pièce. Miss Marple plia soigneusement ses timbres et les glissa dans son sac à main. Elle remercia Emma, se tourna vers Madame Bantry avec un signe de tête aimable et retourna dans la fraîche lumière du matin. La terre. Elle revenait toujours sur terre. Les Blake possédaient Fernlake depuis des générations, mais aucun domaine n'était épargné par les conflits. Anciens locataires, baux rompus, actes non classés. Miss Marple savait que ces choses-là avaient le don de s'infiltrer dans le sol comme l'eau de pluie dans la pierre. Elle se dirigea vers la bibliothèque, dont les fenêtres commençaient à peine à briller des premiers signes de vie. À l'intérieur, le bibliothécaire, Monsieur Livingstone, mélangeait des fiches de référence avec le genre de dévotion habituellement réservé aux recueils de cantiques. Il salua Miss Marple d'un timide hochement de tête. « Ah, Miss Marple. Bonjour. Bonjour Monsieur Levinton. Je me demandais si je pouvais jeter un œil au registre foncier local des années 1860. » Il haussa les sourcils. « Certainement. Est-ce pour la Women's History Society ?» En quelque sorte, répondit Miss Marple, d'un ton agréablement vague. On lui apporta le volume, un lourd registre vert aux tranches roussies et au dos cassant. Elle tourna les pages lentement, laissant défiler devant ses yeux les colonnes de noms et de superficie comme des visages dans une salle des fêtes. Et voilà. La parcelle numéro 117 allouée à G. Pritchard, 1862. Elle tourna la page. La parcelle 117 a acheté par R. Blake, 1871. Limites ajustées. Ajustées. Un mot délicat pour ce qui aurait pu être tout autre chose. Savez-vous, dit Miss Marple doucement, si quelqu'un d'autre a consulté ce registre récemment? Monsieur Livingstone plissa les yeux. Maintenant que vous le dites, oui. Mademoiselle Grieve avait demandé à le voir la semaine dernière. Harriet Grieve? Il hocha la tête. Il dit que c'était pour un projet scolaire sur l'aménagement du territoire. En effet, dit Mademoiselle Marple. Elle quitta la bibliothèque peu après, l'esprit inhabituellement agité. Si Harriet avait consulté les archives, si Tom avait confronté Sir Cédric publiquement, et si la carte avait été modifiée, que se serait-il passé ensuite? Tom avait-il découvert quelque chose sur les terres de sa famille? Quelque chose d'incommode pour les Blake? La question était encore en suspens lorsqu'elle vit Harriet sortir de la confiserie avec un sac en papier rempli de sucre d'orge. Mademoiselle Marple s'approcha avec son sourire habituel. « Ma chère, vous choisissez toujours les bonbons les plus raisonnables. Peu de gens ont cette patience. » Harriet rit légèrement. « Il m'empêche de me ronger les ongles. Toujours une bonne stratégie. Puis-je vous accompagner? » Bien sûr. Ils longèrent le bord du pré, leurs chaussures effleurant l'herbe givrée. « Vous connaissiez bien Tom Pritchard » demanda Mademoiselle Marple après une pause. « Je suppose, » dit Harriet prudemment. « Pas de près. Mais nous avons parlé. Surtout la fête. Il était farouchement opposé à ce qu'elle ait lieu sur les terres de Fernlake. »« Ah bon ?» Harriet hésita. Il disait que ça lui semblait déplacé.
Comme célébrer un vol. Ces mots. Mademoiselle Marple tourna légèrement la tête. Et vous? J'étais d'accord, pour être honnête. En consultant les registres paroissiaux, j'ai vu des choses qui ne collent pas vraiment. La carte avait été modifiée, les limites déplacées, les noms rayés. Certaines choses dataient d'il y a longtemps, d'autres très récemment. Et avez-vous dit à Tom ce que vous aviez trouvé? Harriet hésite de nouveau. Oui. Je lui ai donné une photocopie. J'imagine que ça n'a pas plu à Sir Cédric. Non, dit Harry d'une voix neutre. Il a qualifié cela d'incendiaire. Il a dit que je jouais à l'historien sans licence. Ils s'arrêtèrent près du monument aux morts. Harriet baissa les yeux vers les noms gravés dans la pierre. Je ne pensais pas que ça mènerait à ça, murmura-t-elle. Je pensais que ça déclencherait peut-être une dispute. Une lettre d'avocat. Mademoiselle Marple tendit la main et lui toucha légèrement le bras. Tu as dit la vérité. C'est toujours bien. Mais parfois, c'est dangereux. Elle quitta Harriet avec un doux au revoir et continua le chemin vers la gendarmerie du village. À l'intérieur, l'agent Hodge était assis derrière son bureau, un buvard, un sandwich et un visage empreint de regret. Ah, mademoiselle Marple. Elle s'assit en face de lui et plia ses gants. Je crois comprendre que la lettre que M. Pritchard avait déchirée. Elle l'était, dit lentement Hodge. Proprement et délibérément. Pas par lui, donc. Apparemment non. Aucun signe de détresse sur la scène. Pas d'égratignure sur ses mains, pas d'encre renversée. C'était comme si quelqu'un avait trouvé la lettre et en avait enlevé une partie. Avant l'arrivée du médecin? Possible. La fenêtre était déverrouillée. Peut-être quelqu'un qui entrait et sortait. Mais personne n'a rien vu? Pas qu'il l'ait dit. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Non, j'imagine que non. Elle se leva, prit congé et se dirigea vers la lisière du village, là où les champs de Fernley Hall s'étendaient au-delà des haies. Dans un coin se dressait un mur de pierre sèche, couvert de mousse, à moitié effondré ou le genre de borne frontière qui n'avait plus d'importance depuis longtemps, sauf pour les familles les plus anciennes. Là, dans la lumière déclinante, Miss Marple marque une pause. Quelque chose dans cette affaire n'avait jamais été moderne. Pas vraiment. Il ne s'agissait pas d'encre sur des cartes, de copies d'actes ou de menaces sur les lors de fête. Il s'agissait de quelque chose de bien plus ancien, les vols discrets qui se produisent lorsque personne ne regarde. La croyance que le temps pardonne la malhonnêteté s'il est suffisamment bien habillé. Et quelqu'un avait tué Tom Pritchard pour préserver cette croyance. Mais Miss Marple n'avait jamais accordé beaucoup de foi au temps. Elle faisait confiance aux gens. Et les gens, avaient-elles découvert, avaient tendance à dire la vérité, mais pas toujours avec des mots. L'après-midi suivant, Miss Marple reçoit une invitation inattendue, remise en main propre par un jeune valet de pieds bouffis, aux bottes trop grandes pour son pantalon et au teint rouge jusqu'aux oreilles. De la part de Sir Cédric, « Madame », dit-il en lui tendant une enveloppe rigide couleur crème, comme si elle allait mordre. L'écriture à l'intérieur était flamboyante et fortement penchée. « Chère Miss Marple, si vous avez un peu de temps, je vous serais très reconnaissant de me dire un mot en privé. Le thé à 4 heures. Il y a des choses qui, je crois, nous concernent tous les deux. Cordialement, Cédric Blake. » Miss Marple plia soigneusement le mot et le déposa près de sa boîte à biscuits. Elle ne dit rien au valet de pied, se contentant de son sourire calme habituel, et il s'éloigna en hâte, visiblement incertain s'il avait remis une convocation ou une plaidoirie. À 4 heures moins le quart, Miss Marple était de nouveau dans l'allée de Fernley Hall, cette fois dans son plus discret manteau de tweed. Les arbres bordant l'allée de gravier murmuraient dans la douce brise, et le ciel était bas, annonçant la pluie. La maison paraissait comme toujours, patinée, impressionnante et légèrement gênée par sa propre grandeur. Sir Cédric la rencontra sur le seuil, vêtue d'une veste de smoking en velours bien trop théâtrale pour l'heure. Ses yeux étaient fatigués, et il semblait avoir vieilli en l'espace de 2 jours. « Miss Marple,
dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. Merci d'être venu. Il la conduisit au salon, où un feu avait été allumé, même si la saison ne l'exigeait guère. Sur une table cirée se trouvait un plateau de thé intact et une bouteille de Kérès. Un présentoir à gâteau en argent contenait 3 tartelettes à la crème molle. La carte est celle exposée lors de la fête, sur un buffet, sa vitrine retirée. Le coin du papier se gondola là où il avait été plié à la hâte. Sir Cédric versa le thé d'une main légèrement tremblante. « J'imagine que vous savez pourquoi je vous ai fait venir, dit-il. Miss Marple accepta sa tasse, mais ne but pas. « J'imagine que vous croyez que j'en sais déjà plus que je ne le pense, répondit-elle. Sir Cédric eut un sourire crispé. C'est fort possible. Il s'approcha de l'âtre et se tint debout, une main sur la cheminée, le regard perdu dans les flammes. Je n'ai pas tué Tom Pritchard, dit-il enfin. Commençons par là. Miss Marple inclina la tête. Un ton sensé. J'étais en colère, certes. Mais pas meurtrier. Je l'avais vu la veille. Il avait lancé des accusations farfelues. Que ma famille avait volé des terres. Que son peuple avait été escroqué. Il courait comme un homme qui se prépare pour le tribunal. Et vous? Je lui ai dit d'apporter des preuves. Et il a dit qu'il le ferait. Sir Cédric se tourna vers elle. Mais maintenant qu'il est mort, je me demande si ces preuves existent encore. Miss Marple reposa sa tasse sur la soucoupe avec un léger tintement. Vous avez parlé de la carte à la fête, dit-elle. Vous avez dit qu'elle pourrait révéler quelque chose. Ou la dissimuler? Il hésita. Elle a été modifiée. Pas récemment, remarquez. Il y a des années. Peut-être par mon grand-père. Dans quel but? Pour consolider. Mettre de l'ordre dans les archives, aurait-il dit. Il y avait des questions de limites, des baux expirés, des dettes impayées. Certaines familles sont parties. D'autres, comme les Pritchard, sont restées, convaincues que ce qu'elles avaient gagné leur vie leur appartenait. Miss Marple hocha la tête. La croyance peut survivre à la paperasse. Sir Cédric soupira. La parcelle de terre derrière le verger sud. Tom prétendait que son grand-père la louait, et qu'aucune vente n'avait jamais eu lieu. Mais il n'y a pas d'acte. Seulement une annotation au crayon sur un vieux plan, effacé depuis longtemps. À l'encre. Oui. Miss Marple s'approcha de la carte, soulevant délicatement un coin. Tom avait-il vu cette version avant la fête? Il l'exigea. J'ai d'abord refusé, puis j'ai cédé. Il l'a étudiée 1 heure en silence. Et a dit que j'avais enterré la vérité. Elle traça une ligne le long de la limite sud. L'encre était légèrement plus foncée que le reste, plus récente, mais de justesse. Et le lendemain matin de la fête, il a été retrouvé mort à son bureau, dit-elle. Sir Cédric tressaillit. Oui. Il y avait une lettre. Déchirée en 2. Je l'ignorais. Elle se retourna vers lui. Quelqu'un l'avait vue. Quelqu'un qui craignait ce qu'il pourrait dire. La voix de Sir Cédric baissa. Tu penses que c'était moi. Je pense que vous craignez plus le scandale que le conflit. Il hocha la tête d'un air fatigué. Un scandale peut ruiner un homme plus vite qu'un notaire. Ils restèrent assis en silence un moment, tandis que le feu crépitait doucement entre eux. Miss Marple se leva la première. Je vais prendre congé, dit-elle. Mais si je puis me permettre une observation, s'il vous plaît. Vous avez travaillé très dur pour protéger Fernley de l'embarras. Je me demande si quelqu'un a travaillé aussi dur pour vous protéger. Sir Cédric leva les yeux, surpris. Me protéger? Elle esquissa un léger sourire. Parfois, la loyauté est le mobile le plus dangereux. Il ne dit rien, et elle part sans attendre de réponse. Dehors, le vent s'était levé. Des nuages s'amoncellent le long de la crête, et les branches du verger grattaient faiblement le mur de pierre.
En descendant le chemin, Miss Marple se souvint d'un souvenir passé sous silence. À la fête, Harriet Grieve avait su pour l'encre avant tout le monde. Pas deviné. Connu. Ce qui signifiait qu'elle avait vu la carte avant qu'elle ne soit tachée. De retour chez elle, Miss Marple déplia un petit carnet et inscrivit 3 noms, Harriet. Osgood. Levinton. Tous avaient accès à son passé. Tous avaient des raisons de le cacher ou de le révéler, avec prudence. Elle entoura une fois le nom d'Harriet. Mais bon. La vérité, elle le savait, était rarement enfouie là où les autres la regardaient. Elle était toujours juste à côté du chemin, cachée sous un endroit bien rangé. Et quelqu'un à l'Arton Bishop avait fait un travail remarquable pour cacher un crime. Le lendemain matin, gris et calme, une fine brume s'écoulait le long des haies. C'était le genre de matinée qui incite à marcher plus lentement, à écouter plus attentivement et à parler plus bas. Miss Marple, après un petit déjeuner modeste composé de porridge et de toast, enfila son manteau plus léger et se dirigea vers la bibliothèque du village, non pas avec un livre en tête, mais avec une conversation. Harriet Grieve était là, comme Miss Marple le soupçonnait. Elle se tenait derrière le comptoir de près, un cardigan soigneusement plié sur le dossier de sa chaise, tapant du pied avec une précision silencieuse. La bibliothèque était presque vide, à l'exception du vieux monsieur Drayton endormi dans un coin et d'un écolier feuilletant un livre sur les oiseaux. Mademoiselle Marple s'approcha avec un léger sourire. « Bonjour, ma chère. Je me demandais si vous pouviez m'aider à trouver un volume en particulier ?» Harriet leva vivement les yeux, une légère lueur traversant ses yeux. « Bien sûr, mademoiselle Marple. »« Lequel ? » ?»« Oh, rien de célèbre. Juste un vieux recueil paroissial sur l'utilisation des terres, ce genre de choses. Je crois l'avoir vu au rayon bibliographique local il y a quelques années. Terriblement ennuyeux pour la plupart, je sais. » Harriet hésita. « Le volume 2, avec les cartes ? » ?»« Exactement. Je l'ai ici, derrière le bureau, en fait. Je me porte bien, j'ai moi-même révisé quelques entrées. » Elle tendit la main et sortit le registre des 2 mains. Il heurta doucement le comptoir. Les doigts de mademoiselle Marple effleurèrent la couverture. « Vous êtes très minutieuse, mademoiselle Grieve. »« Je suppose que oui, » dit Harriet. Son ton était vif, mais sa posture était plus prudente, les épaules rentraient. « Vous avez montré ça à Tom Pritchard, n'est-ce pas ?» Il y eut un long silence. « Oui, » dit-elle enfin. « Je l'ai fait. » Miss Marple hocha la tête. « A-t-il demandé ? Où avez-vous proposé ? » « Je l'ai proposé. Je pensais que cela l'aiderait à convaincre sœur Cédric. » Je crus qu'elle s'arrêta, la voix tremblante. Je pensais que la vérité comptait. « C'est vrai, » dit Miss Marple doucement. « Mais ce n'est pas toujours sûr. » Harriet la regarda. « Je ne savais pas qu'il allait mourir. » Bien sûr que non. Mais quelque chose a changé après cette fête. Quelque chose que vous n'avez pas dit. Les mains d'Harriet tremblaient légèrement en tournant le registre vers elle. « Il est venu me voir le lendemain matin, » dit-elle. « Il a dit qu'il allait tout écrire. Que les gens avaient le droit de savoir. Il était plus agité que je ne l'avais jamais vu. Il avait la photocopie que je lui avais donnée des anciennes limites. Il a dit que la fête avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. » Miss Marple attendit. Je lui ai demandé d'être prudent. Je lui dis que les Blake étaient puissants et que sœur Cédric n'hésitait pas à porter plainte pour diffamation. Tom répondit qu'il s'en fichait. Il écrirait la lettre et en laisserait des copies dans le village s'il le fallait. Et l'avait-il fait ? Harriet déglutit. Je ne sais pas. Mais je sais que quelqu'un d'autre était au courant de cette lettre. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Comment ? Parce que cet après-midi-là, quelqu'un entra à la bibliothèque et demanda à utiliser la photocopieuse. Il dit que c'était pour un programme religieux. Mais j'ai vu ce qu'ils avaient copié. C'était la page d'enquête.
mon exemplaire. Le même que j'avais donné à Tom. Qui était-ce? Harriet hésita. Monsieur Osgood. L'avocat. Cela lui convenait, pensa Miss Marple. Un homme à la loyauté discrète, excessivement poli et farouchement protecteur de l'héritage du village. S'il avait vu le témoignage de Tom, vu la menace qu'il représentait pour Fernleg, il aurait peut-être pris des mesures. Pas la violence, peut-être, mais la prévention. A-t-il dit quelque chose? Seulement qu'il valait mieux garder le secret. Qu'il valait mieux ne pas remuer certaines histoires. Miss Marple la remercia doucement, referma le registre et lui demanda si elle pouvait l'emprunter pour l'après-midi. Harriet accepta sans hésiter. En sortant dans l'air maintenant sec, Miss Marple retourne les faits dans sa tête comme des morceaux de dentelle posés à contre-jour. Tom s'était enhardi. Harriet lui avait donné la preuve. Osgood l'avait vu. Sir Cédric avait tout nié, mais en savait bien plus qu'il ne l'admet. Et puis il y avait la lettre déchirée, à moitié disparue, emportée avant l'arrivée du gendarme. Miss Marple rentra chez elle et déposa le registre près de son panier à tricot. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'assit à son bureau et rédigea un petit mot concis et net. « Cher monsieur Osgood, je me demandais si je pouvais vous rendre visite brièvement cet après-midi. J'aimerais avoir votre avis sur une question concernant l'encre, et peut-être vos intentions. Sincèrement, Jane Marple. » Elle remit le mot au jeune Martin à la poste, qui promit de le lui remettre dans l'heure. À 3h30, elle arriva au cottage du notaire, une maison modeste mais bien tenue, avec des chèvrefeuilles s'enroulant autour de la porte. Monsieur Osgood la rencontra dans le salon, vêtu d'un cardigan et de pantoufles, d'une manière aussi courtoise que d'habitude. « Mademoiselle Marple, dit-il en désignant le fauteuil. À quoi me vaut ce plaisir? J'essaie de comprendre la vraie valeur de quelque chose, dit-elle en s'installant. Un morceau de papier. Plus précisément, une page d'une lettre. Le sourire de monsieur Osgood s'estompa légèrement. Je crains de ne pouvoir vous conseiller à moins d'en savoir plus. Bien sûr. La lettre, voyez-vous, a été écrite par Tom Pritchard. Et il en manque la moitié. Déchirée très proprement. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. On disait qu'elle contenait des accusations. Peut-être même des accusations juridiques. Le genre de choses qu'un homme comme vous pourrait trouver inquiétante. Je n'ai jamais vu une telle lettre. Pourtant, vous saviez qu'il en avait une. Un silence. J'ai entendu des rumeurs, dit-il prudemment. La voix de Miss Marple resta douce. Vous étiez à la bibliothèque le jour même. Vous avez vu les vieilles cartes. Vous en avez fait une copie. Il ne répondit pas. Je me demande, continua-t-elle, si vous craignez que les affirmations de Tom ne divisent le village. Que les vieilles familles soient humiliées, que leur réputation soit ternie. Vous avez toujours privilégié le silence à la vérité, n'est-ce pas, monsieur Osgood? Pourtant, il ne parla pas. Je ne crois pas que vous l'ayez tué. Mais je crois que vous avez lu sa lettre. Peut-être même l'avez-vous prise en pensant que ce serait plus sûr si personne d'autre ne le faisait. Finalement, il parla. Je l'ai fait pour Fernleg, dit-il. Pour les Blake. Pour la ville. Le passé est plein de choses désagréables, Miss Marple. On ne gagne pas toujours à les déterrer. Non, dit-elle. Mais parfois, on trébuche quand même. Elle se leva. Merci pour votre temps. En rentrant chez elle, ses pensées étaient calmes. Monsieur Osgood avait peut-être pris la lettre, mais pas la vie. Il était effrayé, pas vengeur. Ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait des raisons d'arrêter Tom Pritchard. Et quelqu'un l'avait fait en silence. Demain, elle rendra visite à celui qui avait dit le moins. Car le silence, Miss Marple le savait, n'est jamais neutre. Il prend toujours parti. Le lendemain matin, une pluie fine dessinait des motifs sur les vitres du salon de Miss Marple,
peignant le village de touches grises et humides. Le genre de temps, pensa-t-elle, propice à la réflexion silencieuse et au raisonnement posé. Elle était assise près de l'âtre, se réchauffant les mains autour d'une petite tasse en porcelaine, pensant non pas à ce qui avait été dit ces derniers jours, mais à ce qui n'avait pas été dit. Dans chaque conversation depuis la fête, une présence persistait comme une ombre, quelqu'un toujours présent, mais jamais au centre des événements. Quelqu'un qui était présent à Fernleg avant, pendant et après le dévoilement de la carte. Quelqu'un qui, peut-être, avait plus d'accès que quiconque. James Dorrell, le jardinier. La plupart parlaient de lui gentiment, fiable, calme, veuve. Un homme qui préférait les plantes aux gens. Pourtant, mademoiselle Marple savait que les jardiniers, comme les vicaires et les postmistresses, ont entendu des choses précisément parce que personne ne se souvenait qu'ils étaient là. Et il était là juste derrière l'écran floral, ajustant un treillis, lorsque la voix de Tom Pritchard s'est élevée au-dessus de la fête. Il n'était pas intervenu. Il n'avait pas levé les yeux. Mais Miss Marple avait remarqué la façon dont ses mains se figeaient sur la ficelle du jardin. À 10h30, à mi-dernier, elle a pris son parapluie et a décollé la voie qui s'est courbée vers le terrain de Fernleg. La pluie tapota doucement sur la collecte de gravier alors qu'elle se dirigeait vers le petit chalet de briques niché derrière les hangars à outils, ses fenêtres embuées de vapeur et l'odeur de choux bouillis dérivant légèrement de l'intérieur. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne frappe. James Dorrell se tenait dans le cadre, les manches roulées, les bottes boueuses et l'expression illisible. « Mademoiselle Marple, a-t-il dit. Vous êtes tôt. Je fais de ma pensée sous la pluie, a-t-elle répondu. Puis-je entrer pendant un instant? Il s'est écarté sans un mot. L'intérieur du chalet était bien rangé, vécu. Une bouilloire siffla doucement sur la gamme. Les journaux étaient empilés dans un coin, à côté d'une étagère de catalogues de graines et un livre de poche usé sur la restauration de la haie. Un bâton de marche à moitié sculpté reposait sur la table. Mademoiselle Marple s'est assise soigneusement sur une chaise en bois par le foyer. « Je me demande, a-t-elle dit, combien de temps vous avez travaillé à Fernleg. »« 32 ans, dit-il simplement, s'installant en face d'elle. « Mon père devant moi. »« Et avant ça ?» Il haussa les épaules. « Nous avons toujours été près du domaine. Mon grand-père était gardien de jeu sur les terres de Pritchard avant de fusionner avec les avoirs des Blacks. » Le regard de mademoiselle Marple n'a pas hésité. « Ainsi, les vieilles lignes vous importent. » Il la regarda, visage calme mais serré. « Il compte pour beaucoup de gens. Ce n'était pas ceux qui dessinaient les cartes. C'était bien ça. Pas vraiment de l'amertume, mais quelque chose de plus profond. Un ressentiment sourd, gravé dans les traits de son visage. Tom Pritchard était ton ami, dit Miss Marple. James Dorrell hocha la tête une fois. Plus que ça. Nous avons grandi ensemble. Il était plus âgé. Mais nous nous connaissions depuis que les champs de foin étaient fauchés à la main. Lui as-tu parlé après la fête? Un silence. Non. Il était en colère. Je ne voulais pas aggraver les choses. Mais tu savais ce qu'il prévoyait. Oui, dit Dorrell après un long silence. Il m'a parlé de la lettre. De la carte. Il a dit qu'il était temps que les gens sachent ce qui avait été fait. Et toi, qu'as-tu dit? Je lui ai dit que la vérité était une belle chose. Mais parfois, ça n'en vaut pas la peine. Miss Marple l'observa. Tu l'as prévenu. J'ai essayé. Elle joignit doucement les mains sur ses genoux. La lettre avait été déchirée avant l'arrivée du gendarme, dit-elle. Quelqu'un était entré dans le cottage. Quelqu'un qui savait où la trouver. Dorrell ne dit rien. Tu as un double des clés du cottage Pritchard, n'est-ce pas? Sa mâchoire se crispa. Pour les urgences, dit-il doucement. Comme une tempête, ajouta-t-elle. Ou peut-être une dispute. Je ne l'ai pas tué, dit Dorrell d'un ton neutre. Il était mort quand je suis arrivé. Affalé sur la table. J'ai vu la lettre lue au début.
Je savais ce que ça signifierait si elle parvenait au conseil du village. Alors tu l'as enlevé. La moitié, corrigea Théil. Je ne pouvais pas tout supporter. Ce ne serait pas honnête. Mais je pensais que si j'en laissais assez pour suggérer ses sentiments, mais pas les faits, alors ce serait peut-être fini. Et tu n'en as parlé à personne? J'ai brûlé la page. J'ai enterré les cendres près de la remise à outils. Je pensais que ce serait la fin. Miss Marple soupira. Ce n'est jamais le cas, dit-elle doucement. Pas quand la vérité est inachevée. Dorel se leva lentement, se dirigea vers la bouilloire et versa 2 tasses de thé. Il lui en tendit une. « Je ne voulais pas qu'il meure, répéta-t-il. Je te crois. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Miss Marple hocha la tête. Oui. Quelqu'un qui voulait le faire taire avant même que la lettre ne soit écrite. Dorel se rassit, berçant son thé. Vous pensez que c'était Harriet? Non, dit-elle calmement. Harriet voulait la vérité. Mais quelqu'un s'y opposait. Ils burent en silence un moment. La pluie claquait sans cesse sur le toit. En partant, Miss Marple se retourna vers la porte. Une dernière chose, monsieur Dorel. Oui. La veille de la mort de Tom, avez-vous vu quelqu'un d'autre se rendre à son cottage? Dorel hésita. J'ai vu une lumière. Vers 9 heures. C'était peut-être quelqu'un à la fenêtre. Je n'ai pas vu le visage. Mais ils étaient grands. Minces. Se déplacer comme quelqu'un qui savait ne pas frapper. Et le lendemain matin? Pas de traces de pas. La pluie est arrivée tôt. Miss Marple le remercia et recula dans la bruine, ses pensées se formant comme des gouttelettes sur un rebord. Une grande silhouette. Pas de coup. Un sentiment de permission. Quelqu'un qui n'avait pas besoin d'invitation pour entrer. À son retour au village, elle avait réduit les possibilités. C'était quelqu'un qui avait à la fois des mobiles et du réconfort, quelqu'un qui se croyait au-dessus de tout soupçon. Le genre de personne capable de franchir les murs de Fernleg sans attirer l'attention. Et tandis que les nuages se dissipent brièvement au-dessus du clocher, Miss Marple savait exactement à qui elle devait s'adresser. Car la culpabilité laisse des traces non pas dans les grands gestes, mais dans les recoins oubliés. Et Fernleg avait encore bien des recoins à explorer. La bruine céda la place à un vent léger et taquin cet après-midi-là, et avec lui, l'humeur du village changea subtilement. C'était un jour où personne ne voulait être vu en train de trop s'interroger, et pourtant la curiosité couvait aussi régulièrement que le thé dans chaque salon. Quelques voisins s'attardèrent un peu plus devant la boulangerie, d'autres lancent des regards en coin en passant devant le presbytère. Mais Miss Marple, calme comme toujours, choisit son chemin avec discernement. Fernleg Hall se dressait tel un acteur bien rodé sur une scène familière, impressionnant mais prévisible, sa façade encadrée de lierre adoucie par les années et le temps. La gouvernante, Madame Tilligne, ouvrit la porte avant que Miss Marple puisse lever sa main gantée pour frapper. Miss Marple. Vous êtes attendue, dit la femme, son visage ne trahissant que la politesse. Merci, Madame Tilligne. Quelle attention de la part de Sir Cédric. La gouvernante fait un léger clin d'œil, presque un sourire. Je crois que c'était Lady Frances qui avait lancé l'invitation. Thé au salon bleu. Miss Marple hocha la tête et la suivit. Le salon bleu de Fernleg était un salon au nom étrange, plus crème que bleu, avec un papier peint légèrement fleuri et des rideaux tirés juste assez pour baigner la pièce dans la pénombre mélancolique d'un tableau d'hiver. Lady Frances Blake se tenait près du feu, une tasse de thé à la main, non pas habillée pour des visiteurs, mais pour un après-midi en tête-à-tête. Robe en laine, foulard en soie, une broche qui avait connu des décennies plus calmes. Jane, dit-elle doucement, avec un léger détachement, c'est très gentil d'être venu. C'est gentil de m'inviter, dit Miss Marple. J'espère ne pas être importunée. Lady Frances secoua la tête. Pas du tout. La maison est tendue depuis la fête. J'ai envie de compagnie plus âgée.
plus calme. Miss Marple accepta le thé qu'on lui offrit et s'assit près de la fenêtre, toujours aussi gentiment attentive. « J'imagine que Sir Cédric est préoccupé, dit-elle, sans vraiment poser de questions. Le sourire de Frances s'estompa. Il est parti à Londres pour quelques jours. Quelque chose à propos des administrateurs de la succession. Je l'ai encouragé. Il est agité, les lèvres pincées, il fait les 100 pas depuis la nouvelle de la mort de Tom. » Miss Marple but une gorgée mesurée de son thé. « Et vous, ma chère? Comment vous sentez-vous » Lady Frances s'assit en face d'elle. Le feu siffla derrière elle comme un murmure à moitié entendu. « C'est désagréable, dit-elle. Je ne connaissais pas bien Tom. Mais il était passionné. Trop passionné. Il mettait les gens mal à l'aise. Surtout votre mari ? » Un silence. « Oui. » Miss Marple attendit. « Vous devez comprendre, » dit Frances à voix basse. Cédric avait été élevé dans l'idée que le nom de famille avait une signification immuable. Que Fernleg était le maître mot en matière d'héritage. Tom contesta cela. Cela ressemblait à une provocation. Le regard de Miss Marple se porta vers le mur du fond, où une grande huile sur toile du grand-père de Sir Cédric se dressait, un jugement permanent. Était-ce une menace, à votre avis ? Frances hésita. Non. Tom disait la vérité, pas un maître chanteur. Mais Cédric voyait le danger là où il n'y avait que la défiance. Se disputait-il ? Je crois que oui. Discrètement, après la fête. Cédric refusait de l'admettre, mais je l'ai vu plus tard dans la soirée. Il était pâle. Tendu. Et il sentait légèrement la fumée. Miss Marple haussa légèrement le sourcil. D'un incendie, vous voulez dire ? Je le pensais. Mais le feu de son bureau était froid. Il n'en dit rien, et je n'insistais pas. La pièce resta silencieuse un long moment, le tic-tac de l'horloge sur la cheminée étant le seul bruit entre eux. Puis-je vous demander, dit enfin Miss Marple, si votre mari a un bureau ? Frances cligna des yeux. Bien sûr. Dans son bureau. Quoique ces derniers temps, il se soit mis à écrire à la bibliothèque de la ville. Il dit que ça lui éclaircit les idées. Et aurait-il une raison de se rendre au cottage de Tom Pritchard ? Avant ou après sa mort ? Un long silence. Puis, doucement, il m'a dit que non. Mais quelque chose dans son attitude indiquait le contraire. Jane, tu crois que Cédric est capable de faire du mal à quelqu'un ? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle remua doucement son thé 2 fois. Je crois que beaucoup de gens sont capables de choses qu'ils n'auraient jamais imaginées, s'ils sont acculés dans des retranchements dont ils ignoraient l'existence. Le visage de Lady Frances pâlit légèrement. Miss Marple se leva. Merci pour le thé. Et pour votre honnêteté. Cela pourrait s'avérer plus important que vous ne le pensez. Elle partit silencieusement, l'écho de ses pas étouffé par le lourd tapis. Dehors, le soleil tentait une timide apparition à travers les nuages qui s'éclaircissaient. Miss Marple marchait lentement, repensant à ce qu'elle venait d'entendre. Sir Cédric avait une raison de protéger son héritage. Il avait les moyens, accès, familiarité et intimité. Mais avait-il le caractère ? Elle n'en était pas si sûre. Les hommes comme Cédric agissaient rarement seuls. Ils laissaient faire, mais souvent pas de leurs propres mains. Elle atteignit la place à l'entrée du village juste au moment où les cloches de l'église sonnaient 4 heures. De l'autre côté de la rue, le vicaire sortit du bureau de poste avec un petit paquet et une expression d'inquiétude. Il lui fit un signe de tête. « Terrible affaire, ce pauvre Tom, n'est-ce pas ?» dit doucement Miss Marple. Mais parfois, le terrible a des racines terriblement ordinaires. Le vicaire fronça les sourcils. Qu'est-ce qui veut dire ? Miss Marple sourit. On tue pour des raisons très banales, révèle-t-il. L'argent. L'orgueil. La peur. Mais parfois,
on tue simplement parce que la vérité dérange. Et sur ce, elle poursuit son chemin, le pas calme, l'esprit aiguisé. Car maintenant, la situation commençait à en dévoiler non pas la totalité, mais les contours. Quelqu'un avait craint la vérité de Tom. Mais quelqu'un d'autre avait peut-être contribué à la naissance de cette peur. Et c'est dans cet espace d'ombre, entre la peur et l'action, que Miss Marple va bientôt trouver son assassin. Le salon de la famille Blake était un espace curieux, majestueux, mais imprégné d'une impression d'absence persistante. Miss Marple le remarqua aussitôt en y entrant. Une pièce qui avait autrefois accueilli des invités et animé des conversations au coin du feu régnait désormais dans un silence gêné, comme si le silence l'avait envahi trop souvent et trop longtemps. Richard Blake se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, fixant non pas la vue mais son propre reflet. Il se retourna lorsque Miss Marple fut introduite, parvenant à esquisser un sourire poli, même s'il n'atteignit pas ses yeux. « Miss Marple » dit-il en désignant vaguement un fauteuil capitonné. « Je dirais que c'est une surprise, mais on apparaît rarement sans raison. » Miss Marple rit légèrement. On pourrait en dire autant de ceux qui restent trop longtemps devant les fenêtres. Puis-je? Bien sûr. Elle s'assit, croisa les mains sur ses genoux et regarda autour d'elle. La pièce portait tous les signes d'un goût hérité, cadres dorés, tapis anciens et livres rangés depuis des générations plutôt que lus. Sur la table d'appoint, un échiquier trônait en pleine partie, comme si quelqu'un l'avait abandonné au milieu d'une partie contre lui-même. « Je suis venue, dit-elle, non pas pour poser des questions, mais pour comprendre le ton. Souvent, en musique, voyez-vous, le thème lui-même est moins révélateur que la façon dont il est joué. » Richard cligna des yeux. « Pardonnez-moi, Miss Marple, mais parlons-nous de Tom Pritchard? » « Nous le sommes. » « En quelque sorte. » Il se dirigea vers la cheminée, mais ne s'assit pas. « Je crains de ne pas pouvoir vous en dire beaucoup. Je ne le connaissais pas bien. Mais vous, si, Monsieur Blake. Assez pour être en désaccord. » Il la regarda fixement. « C'est ce que les gens disent? » « C'est ce qu'ils évitent de dire, » répondit-elle doucement. « Et d'après mon expérience, c'est plus révélateur. » Il soupira en se passant la main dans les cheveux. Ce n'était pas personnel. Pas vraiment. Tom avait des idées, de grandes idées. Il pensait que le village devait être plus que ce qu'il est. Que la terre et ses histoires devaient appartenir à tous. Et vous? Je pense que les choses appartiennent à ceux qui savent les garder. Miss Marple hocha la tête une fois, comme s'il confirmait quelque chose qu'elle n'avait pas encore exprimé. Et Fernleg? Qu'en pensez-vous? Vous avez grandi ici. Tu as aimé? Sa bouche se contracta. Ce n'est pas un endroit qu'on aime. C'est un endroit qu'on défend. Le regard de Miss Marple ne vacilla pas. De quoi? Il détourna à nouveau les yeux, de nouveau vers la fenêtre. De l'oubli. Mon père avait passé sa vie à essayer de préserver l'idée de Fernleg, ce qu'elle était, ce qu'elle signifiait. Et quand Tom arriva avec ses cartes tachées d'encre et ses histoires de propriétaires cachés, il vit cet héritage menacé. Ton père en avait-il déjà dit autant? Il n'en avait pas besoin. Il y eut un long silence. Le feu crépita. Quelque part derrière la porte, une horloge sonna 11 heures. Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Êtes-vous allé au cottage de Tom la nuit de sa mort? » Sa mâchoire se serra. « Non. J'étais là. »« Seul? » Il hésite. « Oui. » Elle n'insista pas, laisse seulement le silence emplir les recoins de la pièce. Finalement, il dit, « Tu crois que je l'ai tué? » Je crois que quelqu'un croyait que ses recherches comptaient plus que sa vie. Ses yeux se plissèrent. Et si je vous disais qu'il a trouvé quelque chose sur Fernleg, que se passerait-il alors? Je vous demanderais pourquoi vous n'en avez pas parlé aux gendarmes. Ni à votre mère. Il la regarda avec une lassitude soudaine. Parce que ce n'est pas une preuve. C'est un soupçon sur le papier.
Des noms rayés. Des parcelles redessinées. Rien d'officiel. Mais assez important pour mettre votre père en colère? Richard ne répondit pas. Miss Marple se leva. Elle jeta un coup d'œil à l'échiquier, remarquant la dame noire légèrement penchée en avant, comme en pleine attaque. « Merci pour le thé, dit-elle, bien qu'on n'en ait pas offert. Et pour votre franchise. » Alors qu'elle se retournait pour partir, il l'appela. Il ne méritait pas de mourir. Elle s'arrêta sur le seuil. Personne ne le mérite, monsieur Blake. Mais certains sont réduits au silence plus discrètement que d'autres. Elle le laissa là, la lumière du soleil déclinant derrière les fenêtres, projetant des ombres comme des pièces d'échecs sur le tapis. De retour dans la ruelle du village, le vent avait tourné. L'air était immobile, mais une sensation de mouvement y flottait, comme un souffle retenu trop longtemps. Miss Marple marchait lentement vers le cimetière, passant devant la poste et le parc, ses pensées se déroulant à chaque pas. Elle en était proche maintenant. Un schéma se dessinait, une vieille fierté, une rage sourde, des documents qui ne correspondaient pas tout à fait au terrain sous ses pieds. Tom avait trouvé quelque chose. Richard l'avait vu. Et quelque part entre les deux, une seconde aiguille avait bougé dans l'obscurité. Non par passion, mais par devoir. Non pour détruire, mais pour protéger. C'était, Miss Marple le savait, le motif le plus dangereux de tous. Le lendemain apporte une douceur dans l'air, de celle qui émousse les angles et fait résonner les pas comme des murmures. Le ciel matinal, pâle et bas, imprégnait le village d'un silence feutré. C'était le genre de journée que Miss Marple trouvait toujours propice à la réflexion, et ce matin-là, elle comptait bien réfléchir dans le seul endroit où transparaissait encore l'odeur de Tom Pritchard. Les archives de la Société historique occupaient l'ancienne sacristie derrière l'église, une annexe en pierre aux recoins humides et aux fenêtres embuées de l'intérieur. La pièce, encombrée de classeurs, de cartes enroulées et de brochures jaunies par le thé, semblait figée dans un crépuscule perpétuel. Miss Marple entra peu après 10 heures, accueillie par un silence absolu et une légère odeur de cire d'abeille. Elle n'était pas seule. Assise derrière une table inclinée, triant une boîte de relevés fonciers catalogués, se trouvait Annabel Green. Ses joues étaient rouges, son cardigan taché d'encre, et ses mains bougeaient avec une hâte prudente. « Oh, Miss Marple, dit-elle en levant les yeux, surprise mais pas mécontente. Je ne m'attendais à personne si tôt. J'espère ne pas vous déranger, dit Miss Marple d'un ton doux en retirant ses gants. Annabel secoua la tête. Non, pas du tout. Je termine juste quelques notes. Monsieur Lomax a envoyé un paquet de copies de vieux actes du registre paroissial. Tom les avait demandés des semaines auparavant. Puis-je m'asseoir? Annabel désigna la chaise en face de la table. Bien sûr. Miss Marple s'assit, posa son sac à côté d'elle et prit un moment pour observer la pièce. Des grains de poussière flottaient dans l'air, pris dans d'étroits filets de lumière. Des papiers bruissaient avec une dignité fragile. « Tu aimais beaucoup Tom, dit-elle doucement. Annabel ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle prit une petite boîte de trombone et la posa sur l'étagère à côté d'elle. Oui, dit-elle enfin. Il était gentil. Et curieux. Il pensait que les choses devaient être connues, pas seulement acceptées. L'avez-vous déjà aidé dans ses recherches? Parfois, dit-elle d'une voix plus douce. Il essayait de retrouver des propriétés foncières datant d'avant les lois sur les enclosures. Il pensait que Fernleg avait été divisé illégalement. Qu'une rangée entière de cottages avait été rasée à la fin du XIXe siècle sans le consentement des propriétaires. Et il pensait que le domaine actuel ne possédait pas légalement certaines parties du terrain? Annabel hocha la tête. Il ne le dit jamais ouvertement. Mais il avait trouvé quelque chose, une note, ou une borne. Je ne l'ai jamais vu, mais il s'est méfié. Miss Marple observa l'expression de la jeune femme. Elle semblait épuisée. Un poids pesait sur son calme poli. Et quelqu'un d'autre le savait-il? Annabel hésita, puis dit,
je crois qu'il a confronté Monsieur Richard. Pas avec colère, Tom n'était pas comme ça. Mais il voulait qu'il comprenne les implications. Que c'était important. Monsieur Richard l'avait-il bien pris? Non. Il quitte la réunion avant la fin. J'ai entendu Tom dire plus tard à quelqu'un, peut-être au vicaire, que Richard était devenu pâle comme du papier. Miss Marple assimila cela sans faire de commentaire. Son regard se porte sur les cartes posées sur la table. L'une d'elles en particulier, légèrement froissée et marquée à l'encre bleu pâle, attira son attention. Puis-je? Annabelle la lui tendit. C'est l'un des plus anciens croquis de la paroisse. Tom avait lui-même marqué quelques zones. Vous voyez les points ici et là. Ce sont de vieilles bornes. Des bornes décolorées. Et cet endroit? Miss Marple tapota une marque incurvée près du bord sud. C'est là que passera le chemin du jardinier, dit Annabelle. Mais personne ne l'utilise plus maintenant. Miss Marple hocha lentement la tête. Elle replia la carte et la reposa sur la table. Tu as peur, n'est-ce pas? Annabelle se raidit. Pourquoi le serais-je? Parce que quelque chose me dit que tu as vu quelque chose la nuit où Tom est mort. Annabelle ouvrit la bouche, puis la referma. Je suis allé rendre un trousseau de clés. Tom les avait laissées au presbytère. Il avait utilisé la grille latérale. Je pensais qu'il était peut-être encore éveillé. Quelle heure était-il? Un peu plus de 9 heures. J'ai vu une silhouette s'éloigner par la porte de derrière. Homme ou femme? Je n'en étais pas sûr. Il portait un manteau sombre. Pas de chapeau. Ils avançaient rapidement. Vers le chemin du jardinier? Annabelle hocha la tête. Je n'y prêtais aucune attention sur le moment. Mais sa voix s'éteignit. Miss Marple ne dit rien. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit le gant. La posant délicatement sur la table, elle vit les yeux d'Annabelle s'écarquiller. La reconnaissez-vous? Annabelle déglutit. C'est celle de Lady Frances. Je reconnaîtrais cette couture n'importe où. Elle n'en achète jamais de neuves. Elle les fait réparer, encore et encore. Miss Marple laissa le silence s'installer, comme pour occulter la révélation. Elle a dit qu'elle n'avait pas quitté Fernley cette nuit-là, dit Annabelle doucement. Miss Marple esquissa un petit sourire triste. On ment rarement ouvertement. On omet. On détourne le regard. On croit protéger quelque chose. Elle se leva et lissa le devant de son manteau. Merci, Annabelle. Vous m'avez aidé plus que vous ne le pensez. Alors qu'elle se retournait pour partir, la jeune fille l'appela. Pensez-vous que Tom est mort à cause d'une carte? Miss Marple s'arrêta à la porte. Non, dit-elle doucement. Tom est mort parce que quelqu'un voulait que l'histoire se termine avant que la dernière page ne soit tournée. Dehors, le vent s'était levé de nouveau, agitant les branches nues comme des mains en signe de protestation. Miss Marple marchait lentement vers la ruelle, où les nuages commençaient à s'assombrir. Les pièces étaient presque en place. Un gant. Un portail. Un regard en arrière dans l'obscurité. Mais une question subsistait, qui, vraiment, avait peur de ce que Tom avait découvert? Et qui avait la main calme et assurée pour le faire disparaître? La pluie revint ce soir-là, non pas sérieusement, mais sous la forme d'une fine bruine qui rend les toits glissants et brouille la lueur des lampadaires. Miss Marple avait toujours cru que les gens se comportaient plus honnêtement aux heures calmes, lorsque la fatigue adoucissait le masque qu'ils portaient toute la journée. Elle organisa donc une visite tardive. Fernley House était plus immobile que d'habitude. Les graviers ne crispaient pas sous ses chaussures, mais le silence régnait. La femme de chambre la conduisit au salon, qui regarda nerveusement vers le haut avant de s'éloigner précipitamment. Lady Frances entra quelques minutes plus tard, enveloppée dans un châle gris et portant un plateau à thé. La porcelaine cliquait légèrement lorsqu'elle le posa. « Je dois dire, Miss Marple, que vous avez le don d'apparaître précisément quand quelque chose de terrible se prépare.
Miss Marple sourit faiblement. Je pourrais en dire autant du temps. Elles restèrent assises, le tintement des petites cuillères et le léger craquement des fauteuils étant les seuls bruits pendant un instant. J'ai visité les archives ce matin, commença Miss Marple. Annabel Green était là. Plongée dans les vieux registres paroissiaux. La tasse de thé de Lady Frances s'arrêta brièvement avant qu'elle n'en prenne une gorgée. Une fille dévouée. Elle mentionna quelque chose d'étrange. À propos du sentier du jardinier. Lady Frances ne leva pas les yeux. Un objet désaffecté. Envahi par la végétation, maintenant. Oui. C'est ce qu'elle dit aussi. Miss Marple fouilla dans son sac à main et posa discrètement le gant sur la table entre elles. Lady Frances le regarda. Sans surprise, résignée. Je me demandais où il était passé, dit-elle en relevant sa tasse de thé. Merci. Je l'ai trouvé près du portail de Tom Pritchard. Le silence qui suivit fut léger et tendu. Dehors, le vent soufflait contre les fenêtres. J'imagine, dit Miss Marple doucement, que vous êtes allé lui parler. Pour le raisonner, peut-être. Lady Frances laissa échapper un long soupir las. Je l'ai fait. Miss Marple ne dit rien. La vieille dame continua, la voix plus basse. Il n'était pas méchant. Mais déterminé. Il parlait de limites, d'injustice, de vérité. Il ignorait totalement ce qui le dérangeait. Vous aviez peur du scandale. Lady Frances secoua la tête. J'avais peur de ce qui arriverait à Richard. Il n'est pas fort, Miss Marple. Pas vraiment. Son père tenait tout ensemble. J'ai simplement hérité des murs. Richard n'a que l'illusion de la pierre. Alors vous êtes allé au cottage de Tom. Pour l'arrêter. Je suis allé le persuader d'attendre. Juste quelques jours. Laissez-moi parler aux administrateurs. Pour obtenir une protection. Mais il a refusé. Il a dit qu'il publierait le dossier. Enverrait des lettres. Il préparait déjà un dossier. Et après? Lady Frances baissa les yeux sur ses mains. Je suis parti. Il était vivant quand je l'étais. Miss Marple l'a cru. Elle sirota son thé, doucement, et laissa l'instant s'étirer. Tu n'étais pas seule sur le chemin cette nuit-là, dit-elle. Annabel aperçut une deuxième silhouette. Quelques minutes plus tard, Lady Frances cligna des yeux. Je ne savais pas. Non. Mais quelqu'un d'autre, si. Quelqu'un qui t'a regardé partir. Quelqu'un qui croyait que tu avais échoué. Et qu'il fallait quelque chose de plus permanent. La porte d'entrée s'ouvrit quelque part au bout du couloir. Des pas lourds. Une voix. Richard Blake entra quelques instants plus tard, s'arrêtant à mi-chemin en voyant le gant sur la table. Son regard passa d'une femme à l'autre. Je vois. Tu as suivi ta mère, dit Miss Marple. Tu l'as vue de ta fenêtre, n'est-ce pas? Traversant la pelouse sous la pluie. Richard ne répondit pas. Tu as attendu. Peut-être une demi-heure. Puis tu as pris toi-même le chemin du jardinier. Elle allait tout détruire, dit-il finalement. Fernleg, la famille, notre nom. Miss Marple se leva. Non, Monsieur Blake. Tom Pritchard n'allait rien détruire. Il allait éclairer ce qui avait déjà été pris. Les mains de Richard se crispèrent. Il ne comprenait pas. L'héritage n'est pas une ligne sur une carte. Non. Mais ce n'est pas non plus un corps dans une chaumière. Lady Frances se leva lentement, une main sur la bouche. Tu m'as dit que tu étais dans le bureau. Je devais le protéger, mère. Tu sais ce que ça signifie. Tu me l'as appris. Miss Marple ne dit rien. Elle ramassa son sac, prit le gant et se dirigea vers la porte. L'agent de police sera là sous peu, dit-elle doucement. Il est très bon. Et très patient.
Richard ne bougea pas. Lady Frances paraissait plus âgée que Miss Marple ne l'avait jamais vue. Alors qu'elle sortait dans l'obscurité, Miss Marple s'arrêta sur le seuil. La pluie parlait doucement sur la pierre, et les lampes projetaient de faibles halos à travers la brume. Au loin, un portail grinça. La carte avait été tachée. Les lignes redessinées. Et maintenant, enfin, la vérité est écrite dans son intégralité. Mais pas pour la gloire. Pas pour le châtiment. Juste pour clarifier les choses. Et peut-être était-ce suffisant. Le village de Larton Bishop fut plus calme la semaine suivante, non pas par peur, mais par quelque chose de plus grave. Une sorte de recueillement communautaire s'était installé sur les haies et les chemins, telle une brume matinale. Les conversations, autrefois animées par des spéculations, s'arrêtaient désormais aux portes et se réduisaient à des murmures à la mention des noms. Tom Pritchard avait été enterré un mercredi, sous une modeste pierre près de Leaf. La cérémonie fut brève, respectueuse. Miss Marple y avait assisté, son chapeau modeste, l'air calme. Lady Frances n'était pas présente. Richard, désormais en détention, attendait un nouvel interrogatoire au centre de détention du comté. Les journaux n'étaient pas encore arrivés. Cela viendrait plus tard, une fois le choc passé et les journalistes venus flairer. Pendant ce temps, le village faisait ce qu'il fait toujours après un événement trop important à avaler. S'est produit, le temps s'écoulait. Miss Marple s'assit de nouveau dans son salon, un petit feu crépitant dans la cheminée malgré le printemps. Le monde se réchauffait, mais elle avait besoin de réconfort. Elle se versa une tasse de thé et se pencha légèrement en arrière, jetant un coup d'œil vers la fenêtre. De sa chaise, elle pouvait voir le facteur marcher péniblement le long du chemin, comme toujours à 11h30. Deux dames de l'Institut des femmes passèrent, des pains emballés sous le bras. La vie reprit, mais avec une texture différente. On frappa à la porte à midi pile. Elle ouvrit et trouva l'inspecteur Cray, son chapeau à la main, l'air penaud. « J'ai pensé que vous pourriez m'accorder quelques minutes, Miss Marple. » Elle s'écarta avec un sourire. « Seulement si vous acceptez de prendre du thé. » Ils s'assirent, et il but dans la porcelaine délicate avec plus de précaution que nécessaire. « Il y a quelque chose de bizarre, dit-il enfin. Dans ce genre de cas, eh bien, on aime les mobiles. Des mobiles clairs. Votre monde est fait de subtiles allusions et de tensions enfouies, Miss Marple. Le mien est moins subtil. Ah, dit-elle, mais les êtres humains annoncent rarement leurs véritables intentions en termes clairs. Cray hocha la tête. Ce garçon, Richard Blake, n'en parlera pas. Pas directement. Il ne dira pas qu'il a tué Tom. Mais les pièces du puzzle s'assemblent. Il y a le gant, votre observation, la déclaration d'Annabelle, les incohérences dans la chronologie. Oui. Ce que je ne comprends pas bien, poursuivit-il en fronçant les sourcils, c'est comment il espérait échapper aux conséquences. Il devait savoir que quelqu'un poserait des questions. Cet homme est secrétaire du village depuis des années. Miss Marple remua son thé une fois, deux fois. Je crois, dit-elle doucement, qu'il espérait que la peur ferait ce que la logique ne pouvait pas faire. Si les gens étaient incertains, si Lady Frances niait tout, si le récit devenait suffisamment trouble, alors le soupçon s'effondrerait sous son propre poids. Cray se rassit en soupirant. C'était presque le cas. Elle le regarda avec une faible étincelle. Mais le soupçon, voyez-vous, est comme le lierre. Même quand on croit avoir tout clarifié, une seule vrille continue de pousser jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Il rit doucement. Êtes-vous jamais lassé d'avoir raison? Oh, j'ai souvent eu tort, répondit-elle. Mais je trouve que lorsqu'on écoute vraiment ce que les gens ne disent pas, le reste suit plus naturellement qu'on ne le pense. Ils parlèrent encore un moment de Tom, de la carte tachée d'encre, de la justice parfois silencieuse et lugubre, non triomphante. Lorsque l'inspecteur partit, Miss Marple retourna à sa chaise. Ses pensées dérivèrent vers Annabel Green, qui avait succédé à Tom à la société historique avec une grâce tranquille. Vers Monsieur Lomax,
qui marchait maintenant voûté comme s'il portait un poids personnel. Vers les enfants qui jouaient encore dans le chemin, sentant peut-être que quelque chose avait changé, mais sans trop savoir quoi. Fernley House restait fermé. Fenêtres tirées, allées de gravier silencieuses. Lady Frances s'était retirée, comme si l'architecture même qui l'entourait s'était scellée de honte. Et pourtant, le salon était toujours orienté à l'ouest. La cheminée était toujours là. Les livres étaient toujours alignés, même si un peu de poussière s'était peut-être accumulée. C'était le propre des salons qu'ils attendaient. Ils recèlent des secrets, mais aussi le silence. Et finalement, quelqu'un ouvrirait la fenêtre, aérait et se rassirait comme si de rien n'était. Miss Marple leva sa tasse et but une dernière gorgée. Il y avait une immobilité dans son expression, non pas de satisfaction, mais de compréhension. Des vies avaient été changées. Des réputations meurtries. Un homme au sourire bienveillant et à la curiosité pour la vérité avait perdu la vie. Et tout cela pourquoi? Une frontière. Un nom. La peur que le passé ne déterre trop de choses. Elle reposa doucement sa tasse et reprit son tricot. Les aiguilles claquaient doucement dans la pièce silencieuse. Dehors, le village continuait, étayé, lettres distribuées, secrets ramenés à l'état de murmure. Un nouveau printemps est arrivé à l'Arton Bishop. Et Miss Marple, toujours sereine, écoutait une fois de plus ce que le monde choisissait de taire.